délégation du FCC chez la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, dans le cadre des consultations qu'elle a entamées. Au menu de la discussion, l'organisation des élections de décembre. Ce 8 septembre, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation, occasion de rappeler au public son importance en tant que facteur de dignité et des droits humains pour une société plus instruite et durable. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023 à la rencontre de la 6e journée va mettre aux prises ce samedi la RDC et le Soudan pour le compte du groupe I au Stade des Martyrs. Les Fauves congolais sont prêts à offrir une victoire aux Congolais, rassure l'entraîneur. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Et on ouvre avec le carnage qui a eu lieu à Goma. La partie civile a sollicité à l'audience d'hier jeudi le rejet de toutes les exceptions soulevées, notamment celle d'inconstitutionnalité, chose acceptée par le tribunal. Selon lui, il n'y avait pas, compte tenu de la gravité des faits mis à charge des prévenus, lieu d'accorder une liberté provisoire à ces 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 hauts gradés qui sont poursuivis par la justice. L'audience de ce vendredi consistera à l'audition des témoins et suivra l'instruction. Débuté le 5 septembre 2023 à la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu, le procès dans l'affaire d'assassinat d'une 50aine de personnes au quartier Ndosho dans la ville de Goma se poursuit. Jeudi, la défense des 6 militaires impliqués dans ces massacres a introduit une demande de liberté provisoire pour leurs clients, mais la demande rejetée. La partie civile souhaite que ce militaire reste en détention pour que les victimes soient rassurées. Rappelons que les officiers Mike Mikombe et consorts sont poursuivis par la Cour militaire du Nord Kivu pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline le 30 août dernier lors d'une répression d'une manifestation organisée par la secte réclamant Wazelondo pour demander le départ de la mission onusienne en RDC. Selon le gouvernement congolais, plus de 50 personnes avaient été tuées, de nombreux blessés et plusieurs arrestations signalées. L'arrêt dans cette affaire devra être connu dans les heures qui suivent. Entre-temps, une motion de censure en rapport avec ces tueries a été annoncée contre le Premier ministre Samalou Kondé. Son auteur, le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas, a indiqué dans une correspondance que le massacre de Goma est une flagrance avérée qui dévoile la complicité et l'échec de plusieurs membres du gouvernement à bien gérer le pays, mais surtout à protéger le peuple. Il appelle par ailleurs le chef du gouvernement à démissionner avant le 15 septembre prochain. Au cas contraire, la signature de la motion de censure sera actée. La représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a entamé jeudi les consultations avec les différentes sensibilités politiques de la RDC. Jeudi, elle a reçu une délégation du Front commun pour le Congo, conduite par Emmanuel Ramazani Chederi. Au cours des échanges, la famille politique de l'ancien chef de l'État a fustigé l'organisation des élections de décembre dans certains coins du pays. Cette consultation en prélude de la prochaine Assemblée générale des Nations unies a essentiellement tourné autour de la situation sécuritaire, humanitaire, des droits de l'homme, ainsi que le processus électoral et le mandat de la mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC. La délégation du Front commun pour les Congo FCC en abrégé, conduite par le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, a condamné fermement les carnages perpétrés les 30 août dernier à Goma contre les civils non armés. Ensuite, il a réitéré sa position quant au processus électoral, une CENI inclusive, une cour constitutionnelle équilibrée et une loi électorale beaucoup plus équitable. Auprès de la chef de la MONUSCO, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a signifié qu'il sera déplorable d'organiser des élections en excluant certaines populations du Nord Kivu, des Littori ainsi que celle des Mai-Ndombe, qui représentent 14 millions d'électeurs qui n'ont pas été enrôlés. Il a par ailleurs insisté sur la sécurité des opposants qui sont souvent menacés, persécutés et d'autres mis arbitrairement en détention.
Dépôt de la résolution notariée du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi au secrétariat général en relation avec les partis politiques et au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il s'agit du congrès extraordinaire tenu au site Ngandayala le 26 août dernier. Retour en images sur cette descente du secrétaire général du parti présidentiel. C'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a tenu personnellement à déposer au secrétariat général du ministère de l'Intérieur les actes notariés des différentes assises initiées par le parti, notamment la résolution du congrès extraordinaire tenu à Ngandayala dans la commune de Lantsele. Cette démarche vise à mettre face à la loi toute personne tentée de déstabiliser ce parti au pouvoir. Augustin Kabouya s'est ensuite rendu au cabinet du ministre de l'Intérieur pour y déposer la copie réservée au ministre des tutelles. Ce que nous venons de faire, c'est le respect de la procédure administrative exigée par la loi. Aujourd'hui, je me suis déplacé moi-même pour informer l'autorité compétente où toutes les formations politiques sont censées apporter leurs informations. Il y avait une copie réservée aussi au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est lui le patron des partis politiques. J'ai voulu moi-même me déplacer personnellement pour remplir cette démarche administrative. Le secrétaire général de l'UDPS a également rehaussé de sa présence à Béatrice Hôtel où le congrès de Congolais progressiste, parti cher au gouverneur Jean-Tini Ngobila, a présenté Félix Tshisekedi comme son candidat idéal à la présidentielle de 2023. C'est pourquoi je vous enjoins solennellement de proclamer à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Alliance des Congolais progressistes pour l'élection présidentielle. Ce congrès était à la fois un facteur de réconciliation pour les différentes personnalités, de regarder dans la même direction, à savoir obtenir la victoire du président Félix Tshisekedi. Une messe d'action de grâce a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de l'ex-président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, disparu il y a de cela 26 ans, jour pour jour. Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la dite messe, parmi lesquelles le chef de l'État Félix Tshisekedi. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Au milieu des enfants Mobutu, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé et d'anciens dignitaires de la Deuxième République, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé jeudi à la messe de commémoration de la mort du maréchal Mobutu, survenue il y a 26 ans à Rabat, au Maroc. La présence du chef de l'État Félix Tshisekedi aux côtés des enfants Mobutu a été saluée par l'officiant de cette messe de Requiem. Très proche de la famille Mobutu, le prêtre officiant a évoqué le souvenir d'un dirigeant qui a légué l'esprit de l'unité nationale. L'abbé Joseph Lukelo, un autre prêtre proche de la famille Mobutu, a fait un témoignage inédit sur les derniers jours du maréchal Mobutu qu'il a décrit comme un dirigeant ayant connu la gloire et la foi. La dernière confession de Mobutu et la messe des suffrages qu'il a célébrée dans sa résidence de Rabat ont captivé l'attention de l'assistance. Parti en exil au Maroc après la prise de Kinshasa par l'AFDEL le 17 mai 1997, le maréchal du Zaïre est décédé le 7 septembre 1997 des suites d'une longue maladie qui l'avait affaibli. À la faveur d'une mission d'itinérance dans la province de l'Équateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait fait part de son intention d'organiser au pays des funérailles nationales pour le président Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga et une sépulture digne de son rang des chefs d'État, comme il l'a fait pour Patrice Lumumba, le premier ministre de la RDC.
Le monde célèbre le 8 septembre de chaque année la journée mondiale de l'alphabétisation cette année et selon l'UNESCO, l'occasion de joindre les efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie et de réfléchir au rôle de l'alphabétisation dans la construction des sociétés plus inclusives, pacifiques, justes et durables. C'est depuis 1967 que la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et des droits humains et pour une société plus instruite et durable. Malgré les progrès réalisés dans le monde, les défis en matière d'alphabétisation persistent, avec au moins 763 millions de jeunes et d'adultes ne disposant pas de compétences de base en alphabétisation en 2022. La récente crise des Covid-19 et d'autres crises telles que le changement climatique et les conflits exacerbent ces défis. Dans ce contexte, la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année dans le monde entier sous les thèmes « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ». L'évolution rapide du contexte mondial a pris une nouvelle signification au cours des dernières années, entravant les progrès de l'alphabétisation et creusant les inégalités entre les régions du monde, les pays et les populations. En RDC, les taux d'analphabétisation est resté élevé. À l'instar de beaucoup de pays africains, il est estimé à 60,3%, dont 17,5% pour les hommes et 42,8% pour les femmes. Parmi les causes à la base, l'on cite la pauvreté des populations, la guerre, notamment dans la partie est du pays, le déplacement des populations, mais aussi la pandémie de Covid-19. Ainsi, pour lutter contre l'analphabétisation en RDC, le président de la République a lancé depuis le 2 septembre 2019 la gratuité de l'enseignement au niveau de la formation de base, ce qui a permis la récupération de plus de 4 millions d'enfants sur toute l'étendue du pays. Après la nomination du premier comité de gestion de l'Institut national des archives du Congo, le président du conseil d'administration, Richard Kampaï, a convoqué la première réunion au cours de laquelle le directeur général, Emeka Songo, a présenté l'état de lieu de cette structure. L'objectif était de trouver les stratégies pour faire connaître l'INACO au peuple congolais et de redorer une nouvelle image de celle-ci. C'était pour la toute première fois que l'Institut national des archives du Congo a tenu sa première réunion du conseil d'administration. En présence du PCA, du DG et d'autres dirigeants de cette institution, cette réunion avait pour objectif principal trouver les stratégies pour faire connaître l'INACO au peuple congolais et redorer une nouvelle image de celle-ci. L'INACO existait et l'INACO existe. Mais dans les jours à venir, les gens vont voir un autre INACO où il y aura des changements. Nous nous sommes engagés à porter des réformes nécessaires pour que l'INACO puisse être connu partout au Congo et pourquoi pas à l'étranger. Au sortir de cette rencontre, tous les administrateurs se sont mis d'accord pour accomplir leur mission au sein de l'INACO pour le bon fonctionnement de cet établissement public. Nous sommes les archives. Qui dit archive dit la mémoire. Qui dit la mémoire dit la preuve. Nous sommes la preuve de l'histoire. Nous sommes la preuve de tout ce qui s'est passé. Et nous sommes aussi un service très sensible parce que nous avons des archives qui constituent aussi de sensibilité et nous sommes là pour protéger ça. Ces derniers se disent prêts à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut qu'aucune archive de la République démocratique du Congo ne se perde. L'actualité sur le continent, un deuil national de 3 jours est décrété au Mali à partir de ce vendredi, a annoncé le gouvernement après la double attaque terroriste qui visait, selon les sources locales, un bateau de transport des passagers et une base de l'armée dans le nord du pays. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats. Ces frappes ont visé un bateau de transport fluvial des passagers et une base de l'armée
dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattant l'État central. Le bateau de la compagnie publique malienne des navigations Comanav a été attaqué dans les secteurs de Gourma-Raous entre Tombouctou et Gao, avait précisé plus tôt l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Le bateau a été visé par au moins 3 roquettes tirées contre les moteurs. Plusieurs passagers se sont jetés à l'eau dès les premiers tirs contre les navires. Les deux attaques ont été revendiquées par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Sur la plateforme de propagande, Al-Zalaka a dit de son côté le gouvernement dans un communiqué selon lequel l'assaut contre les bateaux a aussi fait des blessés ainsi que des dégâts matériels. La riposte de l'armée a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, d'après la même source. Ouvrant notre page sportive, à présent éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, la rencontre de la 6e journée entre la RDC et le Soudan se jouera ce samedi au Stade des Martyrs. La mobilisation des Congolais se fait déjà sentir dans les rues de Kinshasa et l'entraîneur Sébastien de Sabre rassure que ces hommes sont prêts à offrir une victoire aux Congolais. Tous les ingrédients sont déjà réunis pour ce match. Les Léopards n'ont qu'une seule mission, prendre des points pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le moral est au zénith. Après 4 jours de préparation intense à Kinshasa, les fauves congolais sont prêts à aller à l'assaut des crocodiles du Soudan. Jeudi tard dans la soirée, la bande à Sébastien de Sabre a reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, à l'hôtel Hilton où ils ont érigé leur quartier général. Motivé par le message de l'autorité, Chancel Mbemba Mangoulou, capitaine de l'équipe, a, au nom de ses coéquipiers, promis de tout donner sur le terrain pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre présence ici. On est très content, on est focus à notre match. On demande à tous les peuples congolais, on a besoin de soutien de tous les peuples congolais. Nous, on est focus à notre match. On va mouiller notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. On va être jusqu'à la fin pour chercher notre qualification. Merci beaucoup. Dans ces groupes I, toutes les équipes peuvent encore se qualifier et les Léopards n'auront besoin qu'à d'un petit point pour valider leur ticket. RDC Soudan, le rendez-vous est pris pour ce samedi à 17h au Stade de Martyrs de la Pentecôte. Et puis la LINAFOOT démarre son tenir compte des clubs qui devaient monter en première division. La délégation, constituée des dirigeants des clubs, est allée à la rencontre du président du CONOR pour une possibilité d'intégration au championnat. On écoute le président Christian Kitungwa sortir de l'entretien. Nous revendiquons nos droits parce que c'est un droit. Notre montée, c'est un droit. Nous avons fini la phase aller, nous avons fini comme premier. Et donc, nous avons signifié au CONOR que cette démarche était une démarche salvatrice parce que nous sommes tombés sur un document où le CONOR avait proposé en son temps. C'est une note technique qui, le CONOR, dans laquelle le CONOR avait proposé l'affrontement de clubs. Et donc nous sommes arrivés au point où nous nous disons que le CONOR avait une proposition et cette proposition nous l'avons lue et donc par conséquent nous ce qu'il y a aujourd'hui c'est expliquer au CONOR et à la face du monde dans notre mémo que notre besoin c'est juste la montée parce que c'est notre droit. Et nous avons argumenté avec les textes et qui dit d'ailleurs que quand vous finissez la phase aller, vous avez une saison valide. Et donc, nous, notre saison est valide. Si au niveau de la Ligue 1, c'est pas arrivé jusqu'au bout, c'est pas pour autant dire qu'on doit préjudicier ceux qui sont là. D'ailleurs, il y a quelque part, avant le début de la saison, il y a toujours eu le règlement. Et les règlements, en son temps, disaient que s'il y a arrêt de la saison, on va considérer les classements. Et donc, ceux qui peuvent être relégués parce que le règlement le dit. Nous sommes à 6, nous avons... Place au rappel des titres.
Une délégation du FCC chez la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, dans le cadre des consultations qu'elle a entamées. Au menu de la discussion, l'organisation des élections de décembre. Ce 8 septembre, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation, occasion de rappeler au public son importance en tant que facteur de dignité et des droits humains pour une société plus instruite et durable. Éliminatoire Côte d'Ivoire 2023 à la rencontre de la 6e journée va mettre aux prises ce samedi la RDC et le Soudan pour le compte du groupe I au Stade des Martyrs. Les Fauves congolais sont prêts à offrir une victoire aux Congolais, rassure l'entraîneur. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Grace Salambo qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Grace et bienvenue. Bonjour Gloria. Un seul sujet dans votre revue de presse, le processus électoral qui fait la une du tabloïd de ce vendredi. Tout à fait Gloria, le journal Congo Nouveau qui ouvre le bal titre à sa une « Adieu les élections pour Massissi et Rutshuru ». Le rédacteur de cet article note qu'alors que la présence de la force régionale est très critiquée en RDC, son mandat est prolongé de 3 mois. Cette prolongation annule carrément les espoirs de voir les compatriotes de Rutshuru et de Massissi au Nord Kivu participer à l'enrôlement et leur permettre au final de voter le 20 décembre prochain. Sauf un coup de théâtre Gloria, il est difficile de voir les rebelles du M23 appuyés par les Rwandais vider les lieux avant décembre, eux qui ont trouvé du miel sur le sol congolais avec ses richesses diverses. Toujours en rapport avec les élections du journal Africa News, nous apprenons que l'opposant Martin Fayoulou accule le pouvoir en place. Dans une lettre adressée à l'ONU, Martin Fayoulou dénonce une manigance sur la fraude électorale en cours et implore l'intervention du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Dans cette lettre, Martin Fayoulou étale par ailleurs que la RDC traverse une situation difficile sur le plan sécuritaire, social et politique. Dans le même registre, le site Challenge Info rapporte que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a reçu une délégation du regroupement politique Front commun pour le Congo avec à sa tête l'un des cadres, Emmanuel Ramazani Chadari. Cette consultation a essentiellement tourné autour de la situation sécuritaire humanitaire ainsi que le processus électoral et les mandats de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Opulence Info constate qu'à 3 mois des prochaines élections, les FCC se montrent toujours désengagés du processus électoral. La famille politique de Joseph Kabila a signifié qu'il sera déplorable d'organiser les élections en mettant de côté une bonne partie des électeurs, environ 14 millions d'électeurs non enrôlés des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et ceux du Mai-Ndombe. Et dans ces colonnes, au Congo, nouveau titre, présidentiel 2023, l'ONU consulte l'UE grande. Ce sera tout pour votre revue de presse. Merci Grace Salambo pour ce tour d'horizon. C'était un plaisir. Merci également à vous pour votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous et Dieu bénisse la RDC. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.